Et si on pouvait renverser les puissants, ceux qui dominent et oppriment, avec des blagues? Regarde, il fait son gêné. Mais oui, mais enfin... Qu'est-ce qui te tracasse, Gégé? T'as des casseroles à nous avouer? Bah non, la plainte pour viol. Non-lieu? L'abus de faiblesse. Classé sans suite? Bah donc c'est bon, fonce, mon gars. Le satiriste américain Stephen Colbert résume ainsi le rôle de l'humour. Vous savez ce que j'aime dans l'humour? On ne peut pas rire et avoir peur en même temps, de quoi que ce soit. Si tu ris, je te défie d'avoir peur. À l'heure de l'explosion de l'extrême droite dans les urnes, partout à travers le monde, de la folie meurtrière de certains dirigeants, de tensions géopolitiques majeures, l'humour est-il devenu une arme de résistance? Est-ce une manière privilégiée aujourd'hui de lutter contre la peur? La femme travaille à la maison, l'homme travaille à l'extérieur. Alors à ça, je répondrais OK, Marine Le Pen. Pour en discuter avec moi, deux humoristes qui, chacun à leur manière, détonnent dans le paysage médiatique. L'un a été au cœur d'une polémique nationale qui lui a coûté sa place sur le service public. L'autre a créé des spectacles de résistance au fascisme. Ce soir, on est réunis pour rigoler un petit peu, trouver des pistes, pour trouver du sens à ce fascisme qui se développe un peu. Bref, aujourd'hui, pour parler du rôle politique de l'humour, j'accueille Guillaume Meurice et Swan Périssé sur le plateau de Blast. Swan Périssé et Guillaume Meurice, bonjour. 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 Du coup, J'arrive même pas à ce que commencer. les gens ils ont pas vu avant, c'est qu'avant c'était Salomé Saké et là c'était la journaliste qui a fait. Et c'était beau. On va se tutoyer parce qu'on se Oui. connaît, donc on va pas faire semblant que ce n'est pas le cas. Je vais quand même vous représenter pour celles et ceux qui vous connaîtraient pas. Donc Swan Périssé, toi tu es humoriste et productrice. Aujourd'hui, en plus de ton spectacle Calme, qui connaît un immense succès en salle et que tu joueras d'ailleurs le 23 et le 24 septembre à l'Olympia, tu as produit un autre spectacle qui s'appelle Une bien belle année, qui est un spectacle dans lequel tu reviens sur un peu toute l'actualité politique, médiatique de l'année scolaire 2024-2025. Tu animes et produis également le podcast Il y a plus de saison, qui est un talk show sur scène où tu vulgarises avec tes invités des grandes questions d'écologie. Tu crées également beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux à propos d'écologie, de sexe, d'inégalité, d'amour ou tout simplement pour raconter tes frasques du quotidien. C'est Oui, un peu tout ça à la fois. Guillaume Meurice, Oui. toi, tu es humoriste aussi, donc chroniqueur de radio. Pendant très longtemps, tu as été sur France Inter Il paraît, j'ai vu ça, oui. avant d'être limogé l'année dernière. Et aujourd'hui, tu as créé avec Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud, la dernière sur Radio Nova, qui est une émission hebdomadaire d'humour sur laquelle vous revenez, dans laquelle vous revenez sur l'actualité. Tu as écrit de très nombreux livres, romans, essais, bandes dessinées. On peut pas tout citer, on en mettra quelques-uns à l'écran. Et tu donnes 2 spectacles en ce moment, Meurice 2027. Non, celui-là j'ai arrêté Il termine. l'année dernière. Eh bien, Mais, c'est ce qui est écrit derrière il cette faut pas 4e croire couverture. les éditeurs. Ils mentent énormément. Donc surtout tu le n'as plus que 4e beaucoup. Vers l'infini, Mais qui pas est- au-delà. Ouais, avec Éric Lagalec. Voilà, qui est donc astrophysicien et qui est Tout un à fait. spectacle là aussi de vulgarisation. Il est Ouais. super, je l'ai vu, il est super. Oui. Merci Swan Périssé. C'est un plaisir. Même que le spectacle de Swan aussi, il est super. Et le livre de Salomé Saké, comment qu'il est? Il est On exceptionnel. va, Les on deux. va crois qu'on essayer de se s'aime beaucoup. concentrer. Donc tous les deux, vous avez quand même pour point commun d'essayer d'informer à travers votre travail. On va revenir un peu là-dessus. En tout cas, il y a une idée de vulgarisation. Et vous venez de publier un livre ensemble, Bouffon, l'humour est-il un sport de combat, aux éditions du Faubourg. Moi, je vous connaissais tous les deux individuellement et je vous avais jamais vu ensemble. Comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez eu l'idée de faire ce dialogue ensemble, ce livre qui interroge l'humour? Je me souviens plus comment on s'est rencontrés, via la galéjade, je pense. Ah, est-ce qu'on se connaissait avant? Oui, on a dû se croiser avant. Je pense. Ça devait pas être bouleversant, doute. comme pas un coup de foudre mutuel, apparemment. Non, C'est pas grave. vraiment, aucun de Mais, nous s'en souvient. non, c'était une idée de l'éditrice, tout simplement, qui a donc une collection où elle fait parler des gens. C'est un livre conversation, en réalité. Et donc, à l'ère où il y a plein de gens qui disent on ne peut plus rien dire, à l'ère où Guillaume Meurice se fait virer. Limogé, même a dit Salomé Saké. Limogé. Qui a Ou, 73 voilà. ans, Salomé Saké, il C'est faut le ça. rappeler. Sois jeune et tais-toi. Oui, bon. Moi, je me fais beaucoup insulter sur les réseaux sociaux où on essaye de me faire taire. Et donc, elle trouvait ça pertinent de nous faire discuter de ce que ça veut dire de faire de l'humour aujourd'hui, de l'humour engagé sur certains sujets, etc. Parce qu'on a pas mal de points communs sur les thèmes qu'on aborde et puis la relation qu'on a à la société en général, aux valeurs. Mais on a aussi pas mal de différences sur la forme, l'utilisation qu'on fait des réseaux sociaux, C'est ça. nos ambitions et nos objectifs. Donc ça donne un... je le vends bien ce livre. Non mais c'est Ouais, vrai c'est ça. que j'ai découvert ça en toi et c'est assez plaisant de découvrir des gens qui partagent à la fois les mêmes valeurs et qui en même temps ont une autre approche du Ouais, métier. C'est Donc, clair.
Et puis on est sur des plateformes différentes, ça c'était super intéressant, quoi. Donc le livre commence par cette anecdote. Swan, tu es allé à un enterrement d'un bébé et tu as ensuite décidé de faire des blagues dessus en story, mais ça n'a pas été compris par l'entourage. Bah ouais. J'étais obligée de le mentionner parce que ça. C'est dans le bouquin. C'est une bonne anecdote parce que ça pose vraiment la question de quoi on peut rire, Ouais, c'est ça. comment on se positionne. Bah, en gros, pour moi, l'humour, c'est vraiment toujours jouer sur la limite de la politesse, enfin plutôt de l'impolitesse, de l'indécence. Tu frises toujours, voilà, avec la vulgarité, la provocation, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant cet enterrement, où tout le monde était extrêmement chagriné, bouleversé, on avait tous participé. Donc il y avait des gens qui avaient dit bah moi je veux bien aider à faire la cuisine la journée, enfin le matin pour que le midi tout le monde puisse manger. D'autres je veux bien aider à préparer les sièges dans l'église ou des trucs comme ça. Et puis il y avait un groupe pour chanter dans la chorale. Donc moi j'avais dit oui parce que j'ai fait un peu de chorale. Sauf qu'en fait on m'a remis une partition très compliquée dans les mains. Et il y avait un chef de chœur et tout. En fait j'étais avec des gens qui connaissaient très bien le solfège et la musique. Donc je me suis retrouvée comme un boulet qui, bah, vous entendez ma voix, quoi, qui sait pas travailler la voix, quoi, à devoir chanter, suivre la mesure et tout, dans l'un des moments les plus dramatiques et les plus tristes de ma vie. Et donc, j'étais comme ça, en même temps bouleversée, triste, en regardant mes amis qui avaient perdu leur enfant, et en même temps, en ratant la phrase, en chantant faux et en gâchant, selon moi, la cérémonie, quoi. Ouais. Et donc, voilà, j'ai fait des stories le lendemain en essayant de raconter ça. Et ça a blessé quelqu'un qui était proche de l'entourage. Et j'ai très bien compris que ça avait pu être blessant à ce moment-là. Et t'as retiré immédiatement? J'ai retiré immédiatement la story parce que j'avais décidé de pas blesser cette personne. Alors que je blesse énormément de gens quand je parle pas de ma vie personnelle sur les réseaux ou alors quand je romance, on va dire, ma vie personnelle. Et donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça parle aussi de la temporalité de faire des blagues. Moi, je sais que dans Une bien belle année, je parle beaucoup du procès de Dominique Pellicot et de ses petits copains qui ont violé Gisèle. Et quand j'ai écrit le sketch là en octobre-novembre, c'était trop douloureux, quoi. C'était trop douloureux de faire des blagues là-dessus. On était en plein procès. Même moi, je pleurais quand j'écrivais les vannes ou que j'essayais d'enquêter pour savoir comment faire des vannes dessus. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, donc 7 mois plus tard à peu près, parce que je sais pas quand l'interview sort, voilà. On a un peu plus de recul, voilà, de recul, et on peut plus avoir, une vision sur ce qui s'est passé et ce que ça dit de notre société. Et toi, Guillaume, tu dis, l'humour, ça a quand même pour rôle d'évacuer la tension et finalement d'évacuer une forme de tristesse de nos vies. Ben oui, c'est pour ça que l'anecdote, elle est intéressante, parce que c'est souvent dans des moments de tension souvent il y a des fous rires aux enterrements, ce genre de choses. Ouais. Bah, c'est quand même pas si... Comment, des fous rires aux enterrements? Ouais, t'as pas fait beaucoup d'enterrements. Si, pourtant, mais... Je le souhaite pas. Si, mais il me semble pas avoir une telle tension, une telle émotion... Que dès qu'il y a le moindre truc, genre une Swan Périssé qui chante faux dans la chorale. Ouais, ou genre une petite vanne, c'est dans les discours, etc., des souvenirs. Bah, je trouve qu'il y a ça beaucoup dans les mariages. Tu peux pleurer très facilement. Et dans les enterrements, tu peux rire très facilement parce que, je sais pas, il y a une tension, tout le monde est tellement triste. importante. Voilà, ouais, c'est ça. Si, moi, je trouve qu'il y a des fous rires. Moi, je te soutiens, Guillaume, sur ça. Oui, c'est vrai. Non, mais oui. Va faire des enterrements même de gens que tu connais pas. Et tu vas voir que des fois c'est particulier, des fois c'est un peu gênant, même bien sûr. C'est gênant. Après les attentats du 13 novembre 2015, tu te souviens, il y avait eu un grand rassemblement. Oui. Non, c'était après les attentats de Charlie Hebdo. C'est Charlie Hebdo, ouais, c'était la marche. C'était pas le 13 novembre, c'était en janvier 10 janvier 2015. Ouais. Il y avait une grande marche pour soutenir la liberté d'expression, etc. Et il y avait François Hollande qui avait pris dans ses bras un des rescapés des attentats. Et à ce moment-là, il y avait un pigeon qui avait chié sur l'épaule de François Hollande. Et donc l'un des rescapés de ces attentats avait éclaté de rire en fait en disant c'est forcément l'un d'entre eux quoi qui a chié dessus quoi, en disant merci François Hollande, t'es là pour nous célébrer mais on te chie dessus quand même quoi. Voilà, tu te calmes, tu vois. Et c'était vraiment un moment, je me souviens, ils sont tous partis lumineux, tout le monde a rigolé alors que c'était vraiment un moment de tension mais alors terrible quoi. Comment est-ce qu'on sait en tant qu'humoriste quand est-ce que c'est le bon moment? Quand est-ce qu'une société est prête pour recevoir telle ou telle blague? Tu comprends où je veux en venir? Ouais. Moi, je me pose pas la question. Je m'en fous, en vrai. Même si, de toute façon, ça va être un sujet qu'on va beaucoup aborder, mais c'est l'éternelle question dans quelle mesure l'humour peut heurter, peut blesser. Oui, ça blesse. Il y a plein de gens qui disent l'humour, ça fait pour rassembler, mais pas du tout. On rit pas des mêmes choses. Oui, alors ça, c'est une citation du livre. Vous dites l'humour n'est pas fait pour rassembler. Non. Déjà, c'est très culturel, l'humour. Quand on fait de l'humour sur l'actualité et la politique, ça dépend de la période, ça dépend des sensibilités politiques des personnes. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, nos chroniques, par exemple, sont très partagées.
Avant, tu pouvais à la limite avoir un média et te dire, bon, il y a que les gens qui écoutent ce média qui m'écoutent. Maintenant, ça dépasse complètement le média dans lequel tu fais ta blague. Donc, tu tu te poses peux- pas la question de si tu vas blesser ou heurter certaines Je communautés. pense que si tu te poses la question, tu fais plus d'humour. Ça va forcément heurter quelqu'un. Donc, c'est pas grave. Une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. C'est ça que tu ne comprends pas, Jeff. Les gamins de Gaza, ils meurent quasiment soulagés. Ils sont soulagés parce que ils se prennent 4 tonnes d'explosifs sur la gueule, mais ils savent que l'humanité n'a pas trahi. Et c'est ça qui est important. Pour la temporalité, moi, ça dépend de moi, en fait. Si moi, Mais là, ça ce que commence tu à me faire disais, rire, voilà, Ouais, si ouais. ça commence à me faire rire, si je me dis, voilà, c'est le moment d'en parler. Donc, en effet, je vais pas du tout faire attention à ce que les gens sont prêts ou pas. En revanche, alors tu dis ça, mais il y a quand même plein de fois où tu as pu heurter, où t'es revenu sur tes propos. Tu parlais de Ouais. blagues parfois maladroites qu'on peut faire sans se rendre compte que ça peut heurter une communauté ou quoi. Moi, j'essaie d'être juste dans la vanne. Voilà, j'essaie de pas dire de bêtises journalistiques. Tu vois, je sais pas si je fais une blague sur le scandale sanitaire là de Nestlé, essayer de pas simplifier en disant il y avait du caca dans l'eau. C'est pas exactement ça qui s'est passé, tu vois. C'est l'État. Non, mais tu vois, parce que sinon ça devient, tu viens nourrir aussi C'était les ce que matières racontent les fécales. voilà. Non, mais tu vois ce que racontent les complotisme complotistes et tout. Il faut être un tout petit peu plus précis sur les blagues. Et après, je pense que ça heurte forcément des gens, mais si pour moi ça me paraît juste et pertinent et bien argumenté, et ben tant pis entre guillemets pour les gens que ça heurte. J'essaie de pas être méchante gratuitement, de pas dire des choses stupides. Si je fais des généralités, je mets des guillemets ou des pincettes si j'estime que les personnes sur lesquelles je vais faire des généralités peuvent l'encaisser. Par exemple, les hommes hétérosexuels blancs. Voilà, non, mais juste pour donner un exemple. Il y a beaucoup d'hommes hétéros qui se coupent pas les ongles. Hein. Et après, ils nous doigtent avec. Et oh yo Du calme, Édouard Romain d'Argent. Disons, Alors voilà, si je vais commencer à faire des blagues sur les communautés trans, oula, je vais quand même beaucoup me renseigner, en parler avec des amis trans pour savoir qu'est-ce que je suis en train de dire et est-ce que dans mes vannes, je suis pas en train de dire des gros clichés qui sont en réalité discriminants. Donc en fait, je me concentre sur la qualité de la vanne, quoi. Mais alors, Et ça c'est là blesse où forcément des gens. on rentre dans un débat qui est vraiment intéressant. C'est dans quelle mesure une blague peut être discriminante et dans quelle mesure on peut discriminer ou stigmatiser, parce qu'on stigmatise toujours un peu quand on fait une blague sur un groupe ou sur quelqu'un. Certains groupes et pas d'autres. Comment on choisit ça? Du fait que, par exemple, tu dis, moi, je fais des blagues sur les hommes hétérosexuels blancs très facilement, finalement, parce qu'ils sont en position de domination dans la société, c'est ce que je comprends entre les lignes, et sur des communautés déjà persécutées ou qui sont dans déjà de grandes difficultés. Là, par contre, tu te poses beaucoup plus la question. Guillaume, toi, tu fais pareil? oui, c'est logique, ouais. Oui, c'est logique, puisque... Mais c'est nouveau, ça. C'est assez nouveau de se Dans poser la ce société, type tu de veux dire, ou questions. dans mon Oui, que parcours les à moi humoristes... Non, dans la société, je qu'on crois. se pose à ce point ce type de questions. Ah là, peut-être, je sais pas. Là, j'ai pas le recul historique. Toi, tu te l'es sociologique. posé à fond avant aussi, comme ça? Oui, parce que comme Swan, je suis assez sensible aux arguments. C'est-à-dire que, alors moi, je suis vraiment le cliché, parce que mec blanc, cisgenre, hétérosexuel, donc je suis pétri de biais, quoi. Biais forcément sexistes, homophobes, racistes. Et ça m'est arrivé qu'on me fasse la réflexion. Par exemple, je crois que j'en parle dans le livre, mais j'avais fait une blague sur les nems. En gros, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, etc. Et il y avait une personne qui m'avait envoyé un message en disant, moi, je suis asiatique, et ça, c'est vraiment un cliché. J'aime bien tes chroniques par ailleurs, etc. Mais je disais, là, on est un peu dans un cliché de les Asiatiques sont des fourbes. Tu t'es En plus, excusé? c'est con parce que les nems, on sait ce qu'il y a dedans, en fait. Et je m'étais dit, ouais, elle a raison, en vrai, tu vois. Mais tu t'es Donc, excusé après ou pas? Ouais, j'ai dit à la personne, écoute, t'as raison. Puis j'ai dû refaire une blague sur le fait que j'avais fait une blague raciste. Mais parfois, ce que tu dis, c'est que parfois, t'as des gens qui disent j'adore toutes tes chroniques, sauf celles où tu parles Oui. des policiers. Et là, tu dis, ah bon, tu fais quoi dans la vie? Ils disent, bah, je suis policier. Donc ça, c'est Oui, drôle oui, aussi. oui. Donc, il faut aussi choisir qu'il y a des gens qu'on heurte ou pas. Là, récemment, j'ai fait une vanne sur le fait que j'ai eu une grossesse alors que j'avais une contraception cet été. Je suis tombée enceinte sous contraception cet été. Tout va bien, tout va bien. Comme vous pouvez le voir, je n'ai plus de bébé et il n'y a pas de bébé qui m'attend en loge. Vous vous doutez comment ça va finir? Pardon. Et donc, j'explique que quand j'ai hésité à garder ou pas l'enfant,
qui n'était pas un enfant à l'époque, hein, mais un amas de cellules, mais d'être mère ou pas. Je disais à un moment, je me suis dit, écoute Swan, si t'as un enfant, tu vas y arriver, tu vas assumer, tu vas être heureux, cet enfant sera heureux et tout. Finalement, j'ai décidé de pas garder cet enfant, et depuis j'assume. Alors là, tous les matins, j'assume. Quand je me réveille la nuit, je me dis, j'entends pas de bruit, dommage, je me rendors. Quand je marche sur un sol et qu'il n'y a pas de Lego, je suis là, oulala, qu'est-ce que j'assume et tout. Voilà, je fais des blagues. Et puis, bien sûr, révolte dans les commentaires. Donc parfois, c'est intense et justifié. Ah oui. Là, je trouve ça un peu ridicule. Désolée, mais beaucoup de femmes disent c'est du mépris envers les mères, c'est encore mettre les clichés que d'avoir des enfants, c'est forcément désagréable et tout. Et en fait, moi, j'ai fait le choix. Je pense pas avoir blessé ces gens, parce qu'en plus, je fais que des blagues sur moi, mon quotidien. Puis j'explique aussi que j'aurais adoré être mère aussi, quoi. Mais voilà, scandale parmi les mamans qui sous-entendent que je stigmatise les mères. Mais moi, j'estime que la pression à 34 ans d'avoir des enfants, l'injonction à la maternité, est pour moi, mon quotidien, supérieure à celle que peut-être ces femmes subissent, que les enfants, c'est désagréable. Puis, si les enfants sont pas désagréables, eh ben pourquoi elles se sentent obligées de me dire ça. Et après, je comprends qu'elles aient envie que ça leur plaise. Je comprends que ce soit désagréable. Je pense qu'elles ont raison, que les enfants sont beaucoup méprisés dans la société, qu'on leur laisse pas de place. Dans le train, t'as un enfant qui pleure, tout le monde reproche à la mère que l'enfant pleure, alors que c'est un enfant, il a que ça pour s'exprimer, etc. Mais je fais le choix, voilà, de répondre à cette injonction-là. Donc, au bout d'un moment, on heurte tout un chacun, quoi. C'est pas grave de heurter. En fait, il y a une ambivalence dans l'humour, c'est que c'est un peu on attend un rire. Un rire, c'est un peu du je t'aime, en fait. C'est un peu je te valide socialement, t'es marrant, je t'apprécie. Vous avez besoin de beaucoup de validation tous les deux, du coup. Qu'en dit ton psy? Voilà, c'est ça la ouais, question. C'est le. Non, mais ouais, question. déjà, de base, on a tous besoin de validation sociale, parce que c'est un peu notre spécificité humaine, c'est qu'on est une espèce sociale. Bref, on va pas aller là-dedans. Mais l'ambivalence, elle est dans le fait que parfois, il y a des gens qui nous disent, avec la même blague, je te déteste, je veux que tu décèdes. Et il y a comment tu deals avec ça. Je vais faire la réponse inverse de ce que tu viens de dire. Moi, j'ai l'impression de ne pas avoir besoin de beaucoup de validation sociale. Et donc, je m'en fous un peu que les gens ils me détestent, c'est pas grave. Ou qu'ils me détestent via telle ou telle blague. J'ai envie de dire, je m'en fous un peu qu'ils m'aiment. C'est un peu méchant, mais en fait, je considère pas que le nombre de rires me valide plus ou moins socialement. Et je voudrais juste préciser quelque chose, parce que là, on parle des vannes blessantes. Moi, je me dis jamais, quand j'écris une vanne, je veux qu'elle soit blessante. Hein. Oui, vous parlez de l'intentionnalité à un moment dans le livre. On essaie de défendre un propos à fond et voilà. Après, ça nous arrive de faire des blagues qui sont. Enfin, moi, ça m'arrive de faire des blagues qui sont pas pertinentes, que je regrette et tout. Mais c'est souvent parce que je les ai bâclées ou que j'avais pas vu à quel point ça pourrait blesser. J'avais fait une vanne sur le fait que j'ai l'impression de radoter, mais j'avais fait une vanne sur le fait que un jour j'étais avec un sac à dos avec des rollers accrochés au sac à dos, et donc j'étais dans le métro, puis je bousculais tout le monde, puis tout le monde me disait c'est relou les gens qui font ça. c'est non mais c'est vrai. Ils ont tout le monde, je bousculais tout le monde, etc. Et à un moment, je m'énerve contre les gens. Je dis, c'est quand même pas de ma faute si j'ai des rollers, un sac à dos. Et je dis, je me suis sentie comme un homme hétérosexuel blanc. Je me souviens plus de la vanne exactement. Mais dans la société, en disant, écoutez, c'est pas de ma faute si je suis là et si je prends toute la place. Bon, voilà. Mais en gros, j'agresse et je taquine objectivement les hommes hétérosexuels blancs, pas déconstruits, qui n'ont pas conscience de leurs privilèges dans la société. Et comme par hasard, je me fais détruire par des hommes hétérosexuels blancs, pas déconstruits, qui n'ont pas conscience de leurs privilèges dans la société. Je n'ai pas regretté. Par contre, j'ai pas d'idée en tête, mais quand je vais blesser des gens sans l'avoir vu venir, je le regrette, quoi. D'ailleurs, pardon, juste après, je vous laisse la parole. Un homme hétéro blanc qui coupe la parole, en fait, on en est là. Ce que voulait dire Swan Périssé et qu'elle a mal expliqué. Non, mais là, quand j'ai eu ma polémique sur la blague sur Netanyahou, la première question que je me suis posée, c'est ça se trouve, il y avait un biais antisémite que j'ai pas vu. Enfin, mon premier réflexe a été de me dire, ça se trouve, les gens qui me hurlent dessus, ils ont raison. Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est? Une sorte de nazi mais sans prépuce. Voilà. Alors après je dis non, la blague était assez claire, je parlais vraiment de Netanyahou. Donc j'ai vraiment réfléchi. Peut-être je t'avais dit ça le dernier entretien qu'on a fait, j'ai dû dire la même chose. Oui, parce qu'on était revenu sur cette blague et c'était déjà il y a un an.
Et je me demandais si, avec le recul, tu as changé de position sur cette blague. Est-ce que tu t'es peut-être rendu compte de certaines choses? Est-ce que tu as changé d'avis sur la manière dont tu t'es exprimé ce jour-là? Elle n'était pas assez radicale. Non, pas du tout. Bah, non. Est-ce que, par exemple, tu te poses la question de la temporalité, puisqu'on en parlait au début de cet entretien? C'est rigolo, dire, elle est on peut-être me la pose, cette question. On te la pose beaucoup. Non, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah bah finalement, t'avais raison, en gros. » Sauf que quand j'ai fait la blague, on parlait déjà de génocide. Il y avait déjà plus de 10 000 morts, je crois. Enfin, il y avait déjà... Ça faisait à peu près un massacre. mois. Ça faisait à peu près un mois, un peu moins d'un mois. Donc j'ai pas du tout été en avance ni rien. Je faisais des blagues d'actu, c'était dans l'actu. Après, ce qui a été reproché, c'était pas tant ça que ce que certains ont vu comme un caractère antisémite. Oui. Bon, après, c'est l'instrumentalisation de la critique d'Israël, on connaît ça. Guillaume Meurice, ce qu'il dit là, vous le rappeliez tout à l'heure, en fait, c'est des propos antisémites. C'est des propos qu'il faut condamner. Ce sont des propos antisémites. Mais attendez, c'est quoi Monsieur Netanyahou, parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous le comparez à Hitler, à quoi ça renvoie? Mais donc toi, avec le recul, tu regrettes absolument pas cette blague? Non, pas du tout. Non. Est-ce qu'il y a des blagues que tu regrettes ou des blagues pour lesquelles tu t'es excusé publiquement? Excusez publiquement, non, mais la blague, par exemple, ce dont je viens de te parler, sur les Asiatiques, oui, ça c'était nul, si c'était à refaire, je le referais pas, parce qu'on m'a expliqué, que je trouvais que l'argument était pertinent. Ça t'arrive maintenant, en tant que un peu chef de bande à Nova, de te poser la question de ta responsabilité vis-à-vis des blagues des autres qui sont exprimées à cette antenne? Aussi, ouais, mais on parle pas mal entre nous de ça. Très bonne chronique d'ailleurs de Pierre-Emmanuel sur les insultes. Guillaume, oui, enculé, connard, gogol, gros tas, gros beauf, petite salope, fils de pute, tout ça, vous le savez, ce sont des insultes oppressives et j'essaie de ne plus les utiliser parce que c'est discriminant pour les femmes, les homosexuels, les handicapés, les obèses, les classes populaires, les prostituées. J'essaie, mais waouh, qu'est-ce que c'est dur, putain. Et voilà. Et Pierre-Emmanuel qui a quand même utilisé fils de pute pendant des années et aujourd'hui on se pose la question de finalement c'est discriminant, etc. Et il y avait un sketch de Louis C.K. qui était très drôle à l'époque où il disait en anglais I miss the word faggot. Genre en gros il dit ça me manque, ce qui veut dire PD, un truc très discriminant, etc. Et donc donc il fait cette blague en disant pour moi ça veut pas dire PD mais faggot ça veut dire ce mot. Et après il avait fait une série où, en gros, il parlait de cette vanne avec un copain à lui qui était homo. Et en gros, son copain homo lui disait « Tu sais pourquoi on dit fagot ? Parce qu'à l'époque, on brûlait les homosexuels. Et fag, je crois que ça... Enfin, désolé, je parle pas très bien anglais, mais fag, ça veut dire le brasier. Comment brûler quelqu'un sur le brasier, quoi. Et donc, tu vois Louis C.K. dans sa série, qui est une caricature de lui-même, qui se rend compte que même ces blagues qui déconstruisent, selon lui, et qui sont intelligentes, sur le mot fagot, en disant « moi, j'ai le droit de dire le mot PD, mais de façon hipster, détournée, pas pour insulter les PD », se rend compte de la violence réelle du mot, parce que son ami homo, avec beaucoup de bienveillance, qui est humoriste aussi, qui adore faire des blagues, dit attention, le mot fagot, ça existe, parce que ça sous-entend qu'on brûlait les homosexuels à l'époque, quoi. Et tu le vois devenir pâle et tout. Donc ça nous arrive aussi de faire des blagues qui aussi, peut-être aujourd'hui, sont extrêmement pertinentes, drôles, et qui dans 10 ans seront extrêmement problématiques, parce qu'on va aussi avec notre... L'humour, ça vieillit pas très bien du tout. Hein. Forcément, parce qu'on fait avec la société telle qu'elle est. Et puis, on est obligé d'aller vite aussi en humour. La contrainte qu'on a, c'est qu'on est obligé d'aller vite. C'est-à-dire que si on est obligé d'expliquer ce qu'on appelle une prémisse, quoi, c'est-à-dire ton début t'as la prémisse et puis après t'as la chute. Ils appellent ça le delivery, je crois, en anglais. Bon, si ta prémisse, elle fait 20 minutes, c'est compliqué. Après, t'as intérêt d'avoir une excellente blague. Ce que je veux dire, c'est que si t'expliques le contexte pendant 20 minutes, c'est chiant. alors ça, mais j'utilise ce mot parce que blablabla, etc., tu perds un peu le rythme. C'est pour ça que bien sûr qu'on fait des erreurs et des raccourcis. Hyper efficace en humour. C'est pour ça qu'il y a eu autant de clichés racistes en humour. Parce que le cliché te permet d'aller méga vite. C'est pour ça que les blagues sexistes sur les femmes ont fait rigoler pendant longtemps. C'est pour ça qu'il y a encore des blagues racistes qui peuvent provoquer le rire, mais qu'il faut pas faire. Tu vois, ça s'appuie sur un référentiel commun, et le référentiel commun, il est dans la société. Donc si on dit genre les blondes, c'est des débiles, dès qu'on commence une phrase par j'étais avec une blonde, tu vois, les gens ils vont déjà avoir la ref. Ah, il va parler des blondes, etc. C'est ça le truc. La question qui sous-tend un peu tout ce qu'on dit, c'est celle de votre responsabilité médiatique, politique. On sent que vous vous posez beaucoup de questions sur la manière dont vous pouvez opprimer ou pas, sur comment, quand même, malgré tout, vos blagues peuvent être reçues. En tout cas, le rôle qu'elles vont jouer. Et donc, évidemment, c'est cette grande question qui traverse ce livre. C'est quel est votre rôle aujourd'hui en tant qu'humoriste, sachant que vous êtes deux humoristes qu'on qualifie souvent d'engagés, voire de militants dans certains journaux, que vous faites de la vulgarisation.
tous les deux de la vulgarisation de grands enjeux, notamment des enjeux climatiques. Donc il y a quand même une forme d'information, en tout cas de diffusion de l'information par le biais de cet humour. Comment est-ce que vous considérez votre rôle aujourd'hui, sachant qu'on est, tu le disais, dans un moment, ça se joue beaucoup au contexte, l'humour. Là, on est quand même dans un contexte particulier. Il y a une explosion de l'extrême droite partout. On est dans un moment de tension géopolitique absolument inouïe. Il y a des dirigeants qui ont une espèce de folie meurtrière un peu partout. Comment est-ce que vous voyez votre position dans ce contexte-là ? Il y a beaucoup de questions de cette question. Déjà, on est dans un contexte particulier. Je pense que c'est vraiment une phrase qu'on peut dire à n'importe quelle époque tout le temps, de les l'humanité. hommes. Tout le temps, les hommes. Donc, on a toujours été dans un contexte particulier. Il y a toujours eu des tensions, il y a toujours eu des guerres. Là, c'est juste le climat médiatique. Je pense que je parle plus du climat médiatique. Il y a des guerres sur lesquelles on fait des focus et d'autres moins. Bon, bref. Sur le côté engagé, moi, je considère que ne pas s'engager, c'est un engagement. Donc, pour moi, tout le monde est engagé. À partir du moment où tu prends la parole en public, tu décides des sujets que tu traites. Donc, tu décides d'avoir un discours. Et ça, c'est un engagement, d'avoir un discours. Tu montes sur scène, tu vas parler à X personnes. Pour moi, c'est un engagement. Qu'est-ce que tu vas nous dire ? Qu'est-ce que tu as d'important à nous dire qui nécessite qu'on doive se taire et t'écouter ? Voilà. Et ceci dit, alors je vais faire une réponse un peu à l'inverse de ce que je viens de dire, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que la responsabilité d'un humoriste, pour moi, et même l'influence d'un humoriste, elle est vraiment mineure. Je trouve que c'est avant tout ce qu'on fait, c'est du divertissement. Tu nous disais qu'on a un peu un rôle de vulgarisation, etc. Moi, ce que je fais, par exemple, dans l'émission de Nova, c'est que je donne la parole à des gens. J'invite des gens qui connaissent des sujets, parce que moi, j'ai vraiment conscience de mes limites. J'y connais pas grand-chose en pas grand-chose, justement. Enfin, j'y connais pas grand-chose en beaucoup de trucs. Donc, j'invite des gens, je sais pas, des climatologues, des universitaires, et je leur pose vraiment des questions de premier degré, comme si j'étais au café avec eux. Donc ça, c'est le rôle que je peux avoir en tant que humoriste et puis présentateur d'émission. Et dans ton spectacle aussi, qui est vraiment un spectacle de vulgarisation scientifique. Ouais. Donc c'est de donner la place plutôt à ces gens-là. Mais comme on donne aussi la place, comme tu parlais des personnes trans tout à l'heure, on peut donner aussi la place à des personnes trans pour qu'ils nous expliquent avec humour ou pas leur vision de la société, leur point de vue, là où ils en sont. Qui elle nous explique, si je peux me permettre. Pour qu'elle nous explique. Et moi, je pense que le rôle d'un humoriste, il est triple. En tout cas, de moi en tant qu'humoriste, parce que j'adore voir des humoristes qui font aussi que de l'humour absurde, pas engagé, pas militant, etc. Toi, tu te considères militante ? Oui, moi, je me considère militante. Pas du tout, Guillaume. D'ailleurs, on parle dans le livre. Ouais, moi, je me considère complètement militante et tout. Je pense qu'il y a le rôle que tu as évoqué aussi de mettre la lumière sur certains sujets. Donc de choisir de parler de Bétarame et de ce que l'implication de François Bayrou dans Bétarame, parce qu'il y a plein de médias traditionnels qui n'en parlent jamais. Pareil pour le scandale sanitaire de Nestlé, etc. Mais il y a quand même vraiment des focus de sujets qui sont redondants dans les médias traditionnels et d'autres qui sont pour moi nécessaires d'adresser, qui sont pas adressés. Donc je me dis pourquoi pas en tant qu'humoriste. Moi, si ça me stimule, si ça me fait rire, si ça me scandalise surtout, je vais en parler. Le deuxième, c'est de faire rire. Ça serait même le premier, en vrai. Enfin, pour moi, le rôle d'un humoriste, c'est de faire rire, quoi. Et c'est aussi bien d'aller voir... moi, quand je vois un humoriste, j'ai envie de rigoler, même si il ne parle que d'histoires d'amour, d'histoires de métro, de l'espace. Non, mais tu vois, des planètes et tout, j'ai envie de rigoler, voilà. Et ensuite... moi, et le troisième rôle, de vulgarisation. Donc, c'est ce que tu as très bien expliqué. Ça, pour toi, c'est le rôle, quand même, d'un humoriste. En fait, non, je pense qu'on est obligé de vulgariser pour faire comprendre ce dont on va parler. Donc, si je te fais une blague sur c'est relou quand il y a de la bourrine dehors, parce que quand t'as les cheveux bouclés, t'as plein de frisottis, j'ai pas besoin d'expliquer beaucoup. Mais j'ai quand même expliqué que quand t'as les cheveux bouclés, t'as plein de frisottis. En revanche, si je veux faire des blagues sur à quel point le procès de Dominique Pellicot, ça dit quelque chose des masculinités en général et de la façon dont on traite les crimes sexuels comme des crimes mineurs, il faut que je donne du contexte. Donc, il va falloir que malgré moi, choix ou pas choix, je donne un peu des tips féministes, que j'explique que 80 à 90% des violeurs sont connus de la victime. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les violeurs ne sont pas que des gens avec un couteau dans un parking. Donc, je suis obligée d'expliquer. Donc, pour moi, je sais pas si c'est le rôle, mais... Toi, tu le conçois comme ça pour toi, exactement. En tout cas. On finit par expliquer des choses pour pouvoir faire rire. Mais moi, le but, c'est de faire rire. Ouais. Guillaume, toi, tu disais, t'es pas militant. Est-ce que tu te considères comme un humoriste de gauche ? Bon, oui. Je pense que si je dis non. Là, si t'avais dit non. Là, on isole la séquence, terminé. Écoute, Guillaume, ça suffit. Oui, alors, là, c'est quand même une manière une réponse d'une heure, quoi. Mais
Oui, évidemment, oui, mais qu'est-ce que c'est la gauche, la droite? C'est ça qu'il Insoumis. faudrait définir, quoi, tu vois. Ça s'arrête où, en fait, dans ta définition politique? Comment À tu partir du définis moment, politique? non, mais parce qu'on est là, en ce moment, l'état actuel du pays, dès que tu défends les femmes, les minorités, que tu dis est-ce que on pourrait répartir un peu mieux les richesses et arrêter de défoncer tout ce qui est vivant sur cette planète, à partir de ce moment-là, t'es de gauche dans ce pays aujourd'hui. Voilà. Donc, Alors qu'il y a plein de gens de droite qui défendent ça, mais c'est important de le dire, c'est parce qu'aujourd'hui on nous polarise, on nous pointe du doigt, mais il y a plein de gens très respectables de droite qui sont pour ces mêmes valeurs-là. donc, pour moi, ils sont de gauche, par exemple, ces gens-là. Ouais. Je passe mon temps Moi, à je suis dire à pas des gens de d'accord, droite, mais mais je crois ouais, que t'es de gauche, en fait. Ouais, ça. Je crois que si t'es d'accord avec ça, tu votes mal. Mais en fait, tu peux pas voter pour Emmanuel Macron. Mais en après fait, avoir dit ça. c'est pas de leur faute. C'est que, genre, t'as Éric Ciotti qui a dit les Républicains, ils adorent l'extrême droite. Et en fait, il y a une espèce de polarisation énorme. Ce qui fait que le héros de l'année, c'est quand même De Villepin qui a dit. Non, mais tu vois. Il a dit juste, on peut arrêter de tuer les Arabes Oui, par c'est paquet ça. de Genre, mille. ça serait cool de. Tu vois. Et les gens, ils sont là, waouh, c'est un énorme islamo-gauchiste. Genre, c'est ça. Alors que De Villepin, à l'époque, c'était vraiment la droite gaulliste dure, quoi. Enfin, tu vois. Donc, On a fait les manifs, nous. Vous moi, n'étiez je pense- pas nés, Salomé Saké. Ah, ça le va. CPE. Ouais, ça. Non, mais moi, On était dans la rue, parce qu'on avait le lycée et on n'avait pas envie d'y aller. Je tiens à dire que je pense qu'il y a des anciens macronistes qui sont plus macronistes aujourd'hui, ou des gens, des républicains, etc., qui sont pour des valeurs humaines, pour une certaine équité, etc., qui aujourd'hui peuvent pas se retrouver non plus dans la droite, mais Ils qui devraient arrêter d'être macronistes immédiatement. Oui, non, mais il y a plein de gens qui ont arrêté d'être macronistes, c'est ça que je dis. Qui sont pas d'accord avec ce qui se passe et qui se retrouvent pas, je pense, dans un racisme étatique. Bruno Retailleau qui parle des immigrés à Mayotte, qui dit, bah, ce sont des musulmans, ils sont noirs. Bah, tu vas pas me dire qu'il y a pas des gens de droite qui sont là, waouh, genre, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Et du Donc, coup, dès que tu dis, ah bah là, c'est un peu... Donc moi, je suis pas d'accord de dire c'est des gens de gauche. C'est des gens qui sont effarés, c'est ça. tout comme toi et moi, Ouais. par la tournure que prennent les propos et la non-honte de ces gens, du racisme, quoi. Et ce pourquoi je dis que je suis pas militant, ça m'est parfois reproché par des militants qui me disent, tu devrais assumer le terme, c'est pas péjoratif. J'ai bien conscience que c'est pas péjoratif, même au contraire. J'ai beaucoup de respect pour les militants, aller coller des affiches, faire des réunions publiques, c'est méga relou. J'ai pas ce courage et cette bravoure. Et moi, je me sens pas militant dans ma démarche parce que j'essaye pas de convaincre. Et je dis pas qu'il faut pas essayer de convaincre. Hein. Je sais pas du tout. Après, le militantisme, c'est pas forcément convaincre. Ça Mais je suis peut pas aussi sûr d'avoir être raison. Moi, engager un rapport de force, ça peut aussi mettre de la pression, faire du lobbying. je fais pas ça. Moi, je dis juste en tant que, j'aime pas trop le mot artiste, mais on va dire en tant que personne qui pratique une activité artistique, c'est un peu long. Je dis juste, voilà mon point de vue. Comme, je sais pas, un peintre, il fait un tableau, c'est clairement son point de vue sur, je sais pas, un paysage. Et ben moi, je dis, voilà mon point de vue. J'essaie de le faire avec des blagues parce que c'est mon art. J'aime pas le mot, mais vous avez compris. C'est de l'art, hein, l'humour, la scène. Et voilà tout. Et après, on peut débattre, vous pouvez trouver que je suis drôle, pas drôle, que j'ai tort, que j'ai raison. Ça m'appartient pas, en fait. Et j'écoute, et des fois, ça me fait évoluer, etc. Mais c'est vraiment ça que je disais, mon rôle s'arrête là. Tu parlais du rôle de l'humoriste, moi, c'est juste ça. Ce que je demande à un artiste, les artistes que j'aime bien, c'est juste d'avoir leur point de vue. Et des fois, ça fait écho en moi, je me dis, ah, ouais, ok. Des fois, je trouve ça débile, et comme tout le monde, quoi, voilà. Et moi, je suis pas d'accord, mais il faut acheter le livre pour Ouais, voir c'est la ça qui est réponse. intéressant. On parlait au Ouais. début de nos Et d'ailleurs, on divergences. peut parler aussi du fait que les droits d'auteur, et on les touche pas nous, en fait, ils Ah oui, sont tiens, reversés à une association qui s'appelle Clowns sans frontières. Et c'est des gens qui font des spectacles de clowns dans les zones de guerre ou dans les zones avec des gros besoins humanitaires. Donc des spectacles de clowns, notamment pour les enfants qui sont en galère de rigolade. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on m'a fait aussi des réflexions, et j'ai trouvé c'était une réflexion à la fois bête et intéressante. On m'a dit, ah oui, Clowns sans frontières, genre comme si les gamins de Gaza, ils avaient besoin d'un spectacle avec des jongleurs. Et c'est intéressant comme réflexion, parce que c'est vraiment stupide. Ça voudrait dire qu'il y a juste besoin, c'est juste des gens, il faut Ils ont juste besoin de manger. Voilà, manger Ils vont pas et être se changer soignés. les blagues. Et après, démerdez-vous. Ouais, c'est ça. Et Non, je mais trouve ça je très, pense très condescendant. Ces personnes-là se disent que puisqu'il y a des besoins vitaux qui ne sont pas remplis, la priorité entre très gros Mais oui, guillemets mais Clowns sans frontières, serait... ils disent ça aussi. Ils disent, évidemment, la priorité, c'est C'est de leur donner à manger. Ouais, c'est Faire ça. un spectacle de clown, il faut des gens vivants. Oui. Donc oui. Mais non, bon, c'est mais des gens je qui tiens à le préciser, parce partent qu'on avec me l'a dit. des moyens modestes, tu vois. C'est pas, j'arrive, j'installe un immense chapiteau Ouais. et je mets genre 2 millions dans le spectacle de clown alors que c'était cool de leur donner un sandwich. Tant tu vois, pis c'est pour pas les... du tout ça. c'est ça. C'est pas du tout Tant ça. pis pour l'eau potable. C'est pas ça. En tout cas, moi, j'essaie de convaincre. Voilà. C'est ça que j'explique dans le livre. On va passer au chapitre intitulé « On ne peut plus rien dire ».
Oui. Qui s'ouvre avec cette citation de Michael Fossel, qui nous dit « Quand cette formule se retrouve dans la bouche de personnes d'extrême droite, elle signale que nous serions arrivés aujourd'hui à une période où nous aurions l'incapacité de dire des choses relatives à l'immigration et qu'avant, il y avait une sorte d'âge d'or de la liberté de parole. Mais quand on interroge cet avant, on se rend compte qu'il renvoie à l'avant 1968, où il y avait une certaine forme de politiquement correct sur les questions de genre ou raciales. Et il faudrait revenir à cet âge d'or où n'avaient le droit de parler du fait de leur naissance, de leur habilitation culturelle ou sociale, que les hommes. Le « on ne peut plus rien dire » veut en réalité dire qu'il faudrait mettre un terme à la libération de la parole qui a eu lieu depuis un certain nombre d'années pour les minorités. Vous, c'est comme ça que vous le ressentez, ce « on ne peut plus rien dire » ? Il le dit mieux que nous. Oui, il dit mieux que nous. Il parle mieux que nous. Il a Bon, plus de n'achetez pas le livre, vocabulaire. en fait. Non, mais Si, achetez-le pour les clous. moi, j'ai une question inverse. Est-ce que, au contraire, vous avez l'impression qu'il est plus difficile de porter, ces dernières années, au vu de la droitisation du paysage politique et médiatique, une parole progressiste ? Oui, parce que les gens en situation de domination ne souhaitent pas partager leur position de domination. Donc ils achètent des médias, les réseaux sociaux sont tous contrôlés par des milliardaires, enfin, les plus gros évidemment. Donc les espaces de liberté, en tout cas les espaces pour permettre ce type de parole, se réduisent de plus en plus. Il y a un biais ou il y a un coin dans le système qui peut nous permettre encore d'interagir, c'est que on fait beaucoup de vues, les humoristes sont quand même la cote, ça fait beaucoup de likes, ça fait beaucoup d'audience, et qu'on est dans un système capitaliste, et qui dit audience, dit recettes publicitaires, etc., etc. Mais on voit que sur les réseaux sociaux, dès que tu parles politique, ben voilà, les contenus sont moins mis en avant par l'algorithme. On voit que par exemple sur le service public audiovisuel, la liberté d'expression se réduit de plus en plus, les espaces se réduisent de plus en plus. Moi, j'ai trouvé refuge entre guillemets sur une radio privée qui est quand même détenue par un banquier d'affaires. C'est quand même pas anodin dans notre pays. À chaque fois, quand on écoute l'émission la dernière, il y a de la pub, et c'est vrai qu'il y a de la pub pour tout et n'importe quoi, hein, des publicités pour des choses parfois très polluantes. Et à chaque fois, tu introduis la page de pub en dénigrant la publicité qui arrive. Ça me gonfle, évidemment. Allez, on passe à d'autres histoires plus courtes et plus vicieuses. C'est la publicité. D'ailleurs, n'oubliez pas que pour aller mieux mentalement, il faut consommer à outrance. D'accord ? C'est pas moi qui le dis, c'est la publicité. On a une pensée pour tous ces morts qui ont bien de la chance, car ils n'entendront pas ce qui suit. Ce qui suit, c'est la pub. On fait une émission anticapitaliste où je dois balancer de la pub tout. Et ils te disent rien ? Je me demandais la direction de Nova, puisque tu dénigres le modèle économique de Nova. Non, c'est le deal. T'as le droit de faire ça, justement. Ah oui, bah pour le coup, le deal, c'est vraiment que j'ai le droit de tout dire. Parce que tu dis n'écoutez pas, ou maintenant des trucs vraiment qui dénigrent la publicité qui arrive. Ça pose pas de problème aux annonceurs. Non, les annonceurs, ils s'en foutent du moment que l'émission elle fait X millions de partages et que leur pub elle est écoutée. Et pour répondre à la question, moi Parce que je répondais pas à la question. Non, pardon. C'est à moi, je veux dire. J'ai lu récemment un article, je sais plus si c'était une newsletter ou un article de blog de Mona Chollet, qui mettait le doigt sur justement sur le fait qu'aujourd'hui, c'était beaucoup dans les médias traditionnels, il était beaucoup pointé du doigt le mot militant, comme si encore une fois, pour revenir à ce non-clivage gauche-droite, comme si dire moi je trouve que ça scandaleux qu'il y ait trop de gens qui dorment dans la rue, ce soit honteux. Comme si on était un vieux babos à Sarwell, et j'adore les babos à Sarwell, mais comme si c'était ridicule, méprisable de vouloir plus d'équité, de vouloir qu'il y ait moins de files d'attente au Resto du Cœur. T'imagines, si j'avais pas fini ça par Resto du Cœur, ça qu'il y ait moins de files d'attente au cinéma, trop bizarre. Comme si c'était honteux de vouloir que les gens mangent bien, soient bien soignés. Donc il y a quand même une stigmatisation du mot militant, et donc je sais pas si on peut plus rien dire, mais quand tu t'engages sur un sujet et tu dis on a tous et toutes des PFAS dans les cheveux, dans notre peau, mais tous et toutes, hein, les gens d'extrême droite, les gens d'extrême gauche, les gens apolitiques, les agriculteurs, les bébés, on est tous empoisonnés, et donc on peut faire voter des lois qui font en sorte que nos enfants, en tout cas, seront plus empoisonnés. Comme c'est ridicule, c'est la honte. Vous avez pas honte de dire ça, vous prenez pour qui? Donc il y a beaucoup ce discours environnant que je trouve inquiétant, et c'est pour ça que j'essaie de faire aussi des vannes engagées pour dire moi j'ai pas honte de dire que je suis scandalisée par certains sujets, et non, je trouve pas ça normal que les 1800 personnes les plus riches en France ne soient pas taxées, et j'espère que la taxe Zuckman passera un jour. Voilà, enfin tu vois, il y a plein de gens, encore une fois, apolitiques qui n'osent plus finalement se scandaliser de choses qui sont inhumaines et inacceptables,
Parce qu'en fait, on nous martèle qu'on est ridicule, quoi. Que c'est ridicule, que c'est des gamineries. Je suis pas d'accord. Les bisounours sont fichés S aujourd'hui. Exactement. Justement, tous les deux, vous avez fait l'objet de nombreux articles Oula. de presse. Moi, je me demandais quel impact ça a sur vous, notamment toi, Guillaume, qui a été très visé quand même pendant une certaine période par tout un tas d'articles qui t'accusent justement d'être un militant d'extrême gauche. Paradoxalement, plus que toi qui te revendiques militante, en tout cas dans les recherches que j'ai pu faire avant cette émission, j'ai trouvé beaucoup moins d'articles sur toi. C'est une stratégie, parce que toi, on me dit « Ah, t'es militant !» On me fait « Ah, t'es militante !» Je dis « Oui !» Ils font « Ah, c'est vrai, elle l'a déjà on n'a dit plus dans les d'arguments. fiches. » Mais moi, comme j'aime bien qu'on parle de moi, je dis non, écrivez un article, bordel. C'est une autre stratégie. Comment est-ce que vous vivez tous les deux cette pression médiatique quand même, qui fait que, bien sûr, il y a les réseaux sociaux, il y a les buzz, tout ça, mais il y a aussi les médias qui, aujourd'hui, peuvent être parfois très, très virulents à l'endroit des personnes qui, justement, défendent les droits humains, défendent plus d'égalité. Je m'en tape, moi. Et toi? Bon, moi, je le vis un peu comme un jeu, mais c'est parce que, encore une fois, je suis dans une position privilégiée dans la société. Donc, oui. Pour le coup, il y a beaucoup de personnes qui vivent extrêmement mal le fait qu'on parle mal d'elles. Oui. Mais ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre, du coup, je pense. Là, moi, je considère que je suis... Enfin, comme je te dis, je vois ça comme un jeu, c'est parce que je peux me permettre de voir ça comme un jeu. Attends, il y a quand même eu écrit partout que t'étais antisémite. Oui, mais c'est pas grave, je le suis pas. Les gens qui me connaissent savent que je le suis pas. Les gens qui ont envie de dire que je suis antisémite, c'est libre à eux de dire que je suis antisémite. Si ça les amuse, si ça leur fait passer une meilleure journée. Moi, je suis pour qu'ils soient heureux aussi, ces gens-là. Je m'en fous complètement, oui. Et puis ça n'a pas rien amené dans ta vie, ça a amené des débats, des discussions, ça t'a fait grandir, changer d'avis sur certaines choses. Rencontrer des gens, savoir sur qui je peux compter moi, ou pas. Moi, je trouve que quand il y a des gens intelligents qui viennent me faire des retours sur mes vannes, qu'ils ont trouvé de mauvais goût, agressives, etc., ça me fait grandir en tant qu'humaine, quoi. Même si, la plupart du temps, je dis, je regrette pas d'avoir fait cette vanne. Donc ça nous apporte aussi quelque chose, quoi. Voilà. Il y a des articles qui t'ont blessé, par exemple? Non, j'en ai pas en tête. Mais en fait, moi, c'est pas pareil que Guillaume. Moi, j'ai grandi. Dès que j'ai fait une vidéo qui à l'époque a fait 10 000 vues sur YouTube, etc., je me suis pris du harcèlement d'hommes. Oui, vraiment. C'est en ça que je te disais que c'est pas pareil, parce que moi, on n'a jamais voulu me violer, on n'a jamais, on n'a jamais discriminé. Donc là, c'est pas le côté. C'est pas des choses à dire. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je regardais la dernière fois, c'était vraiment exceptionnel. Mais oh là là, c'était de la nourriture pour Maurice. C'est Sterrin, un grand milliardaire, qui dit pour la campagne de 2027, je vais mettre 150 millions d'euros en jeu pour faire triompher les idées de droite. Voilà. Et d'extrême droite. OK. En sachant que en France, t'as pas le droit de donner beaucoup d'argent de façon individuelle à certains candidats pour qu'ils gagnent. Donc, le Parlement, il dit Dis donc. On a quelques questions à vous poser. On voudrait juste savoir. Commission d'enquête. Commission d'enquête et tout. Et donc, ils disent, Monsieur Sterrin, venez, on va vous poser des questions. On estime qu'on a des questions à vous poser par rapport au fait que vous fanfaronnez en disant que vous allez mettre plein d'argent pour faire triompher l'extrême droite ou la droite. Et il veut pas y aller. Sauf qu'il répond quand même en visio à une interview sur CNews. Il répond aux questions de Pascal Praud en disant, moi, je voulais pas aller à l'Assemblée, je voulais faire une visio. Et c'est super, la visio et tout. En plus, la visio marche pas, donc c'est vraiment hilarant. Donc il est sur CNews, et la visio, elle saute. Ouais, ça arrête pas de sauter. Et genre, sa webcam, elle tombe comme ça. Et il fait, et genre, Pascal Praud est là, oui, puis ça marche très bien, ça marche. Non, mais moi, j'entends ce que vous dites, d'autant que la visio marche bien, bien évidemment. Alors, c'est vraiment le pire produit audiovisuel qui existe, tu vois. Mais tout ça pour dire qu'il dit, moi, en fait, je veux pas aller à l'Assemblée nationale parce qu'on m'a menacé de mort. Voilà, on m'a menacé de mort, j'ai peur de mourir. Moi, si à chaque fois qu'on me menace de mort, j'avais peur d'aller où que ce soit, j'irais plus nulle part, quoi. Donc, il y a aussi un truc où je pense que je me suis endurcie via la violence des commentaires, qui, encore une fois, ont rarement de la nuance. T'as des trucs, moi, je peux comprendre que quand je parle d'avortement en faisant des blagues comme si c'était anodin, alors qu'en réalité, mon avortement, de façon personnelle pour moi, n'a pas été anodin. Et c'est pour ça que je fais des vannes dessus et que je me montre comme une femme forte. C'est pour aussi donner du courage à des femmes qui pourraient traverser ça. Moi, je peux comprendre que là, ce soit choquant pour des femmes qui voudraient énormément avoir d'enfants, pour des femmes qui ont avorté et qui en ont éprouvé énormément de chagrin. Mais sans nuance, quand je fais des blagues sur le fait que je n'aime pas une pratique sexuelle, on me dit « T'as pas honte de faire du kink shaming, espèce de sale raciste des kinks ?» Mais tu vois,
En fait, il n'y a pas de nuance. Donc, quoi que je dise, alors moi, je fais une blague sur le diabète en disant que quand tu manges trop de sucre, tu peux avoir du diabète. Et c'est l'un des types de diabète qui est provoqué par le fait de manger trop de sucre. Et voilà. Donc là, j'ai la communauté des gens du diabète que t'as quand t'as pas mangé de sucre qui me tombe dessus. Quand à l'époque j'étais plus influenceuse et que je racontais que j'avais perdu du poids, j'avais fait l'erreur et j'avais tort de dire que c'était bien de ne pas manger trop de féculents le soir. La communauté des gens du féculent du soir me disent t'as pas honte, tu devrais mourir parce que tu dis aux gens tu vas provoquer des TCA. Donc si tu veux, s'il y a un article de plus qui me dit que je suis horrible. Oui, les médias, c'est pas particulièrement. J'arrive pas, moi, je ne trie plus, en fait, ces insultes, quoi. Je me dis, bon, les gens sont pas contents. Bon, tu vois. Il y a un truc où j'ai beaucoup de recul par rapport à ça, quoi. Est-ce qu'il faut avoir quand même un ego important pour pouvoir tolérer de se faire à ce point traîner Non, mais parce que c'est quand même il y a beaucoup de gens qui toléreraient pas. Il y a beaucoup de gens qui toléreraient pas de se faire traîner dans la boue comme ça tout le temps, dès qu'on s'exprime, parce qu'il y a toujours, comme tu viens de le dire, il y a toujours, c'est Internet, c'est comme ça, il y a toujours des personnes qui sont agressives, et évidemment, particulièrement quand on est une femme. Donc tu me poses la question à moi. Oui. Non, est-ce qu'il faut... non, mais parce que toi aussi, je veux dire, est-ce qu'il faut quand même une forme de personnalité particulière, d'ego particulier, pour pouvoir encaisser ça? Si tu fais ça pour avoir de la validation sociale, comme on disait tout à l'heure, oui, tu vas mal le vivre, parce que si tu veux que tout le monde t'aime, je pense que c'est vraiment pas le bon métier à faire. Parce que même si tu fais des blagues anodines sur la vie quotidienne, il y a vraiment des gens qui vont dire pas drôle, nul, meurs, de toute façon. Donc, en fait, j'ai envie de décaler. Je peux décaler un peu ta question. Enfin, je vais t'expliquer du coup ma manière de le vivre. C'est que moi, je me sens pas. Non, pas du tout. Je plaisante. Je fais tous les. Non, mais je veux dire que moi, je me sens pas l'enjeu des attaques que je reçois. C'est pas moi qui suis mis en question, en fait. C'est pas moi, en tant que Guillaume Meurice, qui aime bien jouer à Mario Kart et qui mange des frites. C'est pas ça qui est remis en question, en fait. Ce qui était remis en question à l'époque de France Inter, c'était le fait que je sois payé par de l'argent public pour délivrer tel type de discours. D'ailleurs, depuis que je suis plus sur France Inter, on te laisse tranquille, là, avec CNews a arrêté, tu vois. Donc, c'est pas moi qui suis l'enjeu du truc. De même que quand Swan se fait attaquer par des masculinistes, c'est pas tellement Swan qui est l'enjeu. C'est le fait que ça les fasse chier qu'une femme prenne la parole et rie fort et dise je vous emmerde, parle de sexe de manière libre. C'est ça qui les emmerde. Donc, je sais pas comment tu le vis, toi. Moi, je sais très bien que je suis pas l'enjeu. D'ailleurs, j'ai pas de problème dans la rue. Ouais. Et les gens ça m'est arrivé des fois, des gens qui sont désagréables avec moi dans la rue en disant oui, votre blague, moi je discute toujours avec, en 2 minutes c'est réglé. Ils disent ah oui, bon pardon, d'accord, je savais pas. Et quand même. Est-ce que toi, Swan, t'as ça aussi? Les gens viennent te voir pour te dire j'aime pas? Non, mais parce que moi, je suis T'es pas dans la rue. douce. Non, ouais, ça. Moi, je prends que des taxis. Non, moi, je suis beaucoup moins douce que Guillaume, je pense. Je trouve, sans vouloir te flatter, je trouve que t'es quand même très, très modeste. Et pour te déflatter, t'es quand même très, très privilégié. Non, mais tu vois, il y a un espèce de truc où Guillaume, il a beaucoup d'humilité et il a aussi conscience de son statut. Donc, ces deux choses font qu'il arrive bien à discuter et tout. Moi, je vais être plus glaciale, plus froide, j'aime bien la bagarre, moi. Donc, je vois chier plus facilement les gens. Moi, je m'ouvre pas au retour comme Guillaume le fait, quoi. Pas du tout. Et on en parle aussi dans le livre. Aussi. Qu'il faut acheter ce livre brillant qui donnera de l'argent à Clowns sans frontières. Ça coûte 10 €, c'est pas cher. J'aurais une dernière question. Pour la vignette YouTube. On est trop des influenceurs. Pardon. Oui, Salomé Saké. Oui. J'aurais une dernière question sur. T'as vu, on est sage quand même, on n'a pas été très Vous êtes plutôt sage, contrairement à avant l'émission où vous étiez ingérable. C'est vrai. J'aurais une dernière question sur le fait d'être drôle, parce que c'est aussi une question que vous abordez dans le... Parce que Salomé Saké, elle rêve de faire un one-woman show. Salomé Saké va se lancer dans l'humour. Gardez cette séquence. Tout de suite, une blague de Salomé Saké. Ce sera coupé au montage, je vous préviens. Comment vous vivez le fait que parfois on vous dise que vous n'êtes pas drôle? Alors là, c'est autre chose de l'agressivité et tout. Non mais vous, parce que c'est une question qui est abordée. Jamais. J'arrête pas de le dire à Guillaume. Les gens nous trouvent hilarants. Ne m'écoute pas. J'arrête pas de lui dire pourquoi tu fais ça, parce que t'es pas drôle en fait. C'est une question que vous abordez dans le livre, c'est pour ça que je me permets de la poser. Comment est-ce qu'on sait qu'on est drôle? Et qu'est-ce que ça fait quand on vous dit que vous n'êtes pas drôle? Elle se prépare à sa future carrière de On voit les gens inspirer, contracter leurs ados et faire... Là, tu te dis, c'est bingo, c'est le rire, quoi.
Comment on sait qu'on est drôle? On n'est pas drôle pour plein de personnes et on est drôle pour d'autres personnes. L'immense majorité des personnes présentes sur cette planète n'ont jamais entendu parler de nous. Ouais, c'est ça, il faut quand même Faut être tout à fait honnête, même en France. Parce que souvent, c'est une critique, parfois des gens un peu qui ont le seum. Qui ne vous aiment pas tôt et qui vont pas vous insulter vont dire vraiment pas drôle. Oui. Et je suis allée vraiment regarder les commentaires sur les vidéos de toutes vos vidéos à tous les deux. À chaque fois, il y a des gens qui disent vraiment pas drôle, pitoyable. Pour moi, c'est pas un argument. Enfin, c'est une personne qui a pas trouvé drôle ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. Ouais, nous, il y a des tableaux qu'on n'aime pas, c'est pas une insulte. Oui, ce qui est drôle, c'est pas drôle, et après, ils développent des propos, tu te rends compte qu'ils ont été vexés, donc ils disent que t'es pas drôle. Ah, ça, c'est le plus intéressant. Mais moi, je respecte énormément le métier d'humoriste, j'adore regarder du stand-up et tout, et il y a des gens que je trouve pas drôles, et c'est totalement aléatoire. Oui, c'est aléatoire. J'en reviens à là où on n'est pas d'accord. On est des artistes. Donc, en fait, parfois, tu as des artistes, tu sais pas pourquoi, tu ne les aimes pas. C'est viscéral, t'aimes pas leur voix, t'aimes pas leur tête, t'aimes pas leur univers visuel. Je pense à des artistes musicaux, par exemple. Tu sais pas pourquoi. Moi, parfois, tu sais, j'écoute des musiques en aléatoire sur Spotify, et tout à coup, il y a une musique et je suis là, et genre, je fais next, mais je déteste pas la personne. Je déteste pas, donc c'est pas personnel, quoi. Tu vas pas aller l'écrire. Moi, mais ça, c'est intéressant. Ouais, ça, c'est intéressant, c'est vrai. Je trouve intéressant que Kikou 72, et ça me touche un peu. C'est vraiment des vieux qui te suivent, si je puis me permettre. Ouais. Désolé. Hein. Je trouve ça intéressant et touchant que cette personne se dise, faut que je lui dise ce qui est pas drôle. Et qu'il prenne un petit moment de sa vie pour dire pas drôle. Comme si on allait lire ça et dire. Je trouve ça extrêmement mignon. Ouais, exactement. Ah là là, qu'est-ce que tu as J'ai envie de discuter avec cette personne. Dire qu'est-ce que tu attends de moi. Et ça m'est arrivé de répondre, parce que c'était ma passion pendant longtemps, aux messages de gens aux messages privés, etc., de gens qui me disaient ça. Et ça m'est arrivé de répondre, je sais, moi-même, je me trouve vraiment pas drôle, mais je sais pas, les gens, ils viennent quand même au spectacle. Ouais. Ils écoutent mes chroniques à la radio et ils m'envoient des trucs pour. Qu'est-ce que je peux faire? Tu ferais quoi à ma place? Est-ce que je dois dire en fait, je suis pas drôle parce que vraiment Kikou 72, il m'a. Il faut que j'arrête tout. Ouais, il m'a ouvert l'esprit. Et de façon purement technique, je sais pas si par exemple un jour tu as envie d'écrire un one-woman show, on va te donner des petits cours. Ça va rester. C'est son rêve. Je peux plus couper. En plus, ça va être trop bien, Ça va être trop bien. Salomé. Humoriste, et nous, on mettra Salomé. Pas drôle, retourne faire du journalisme. D'un point de vue... Enfin, on mettra journalisme, espèce de militante. Comme ça. Militante et pas drôle. Non, d'un point de vue technique, moi, je vois... Vous étiez bien tenus jusqu'à présent. Mais tu nous as dit, dernière question, et du coup, on s'est dit, mince, on s'est trop bien tenus. Lâchez les chiens, allons-y. D'un point de vue technique, moi, ce qui moi, je me trouve drôle, contrairement à Guillaume. Et c'est ce qui me fait rire. Moi, je te trouve drôle. C'est gentil. Non, mais toi, tu dis, oui, je me trouve pas drôle. Moi, je te trouve drôle et je me trouve drôle. Je suis un peu l'ego du groupe, quand même, du duo. C'est ce qui me fait rire, en gros. Et souvent, j'en parle avec des amis ou des co-auteurs, co-autrices, mais souvent des amis. Je fais genre, j'ai une conversation anodine, et en fait, je dis une vanne que j'ai écrite la veille, et ils sont morts de rire, et je suis là. Ouais. Et dans ma tête, je suis là, validé. C'est validé. Donc voilà, en fait, qu'est-ce qui me fait rire, qu'est-ce qui me touche, ou qu'est-ce qui me fascine dans une conversation, et forcément, je me dis, ça, c'est intéressant. Et entre le intéressant et drôle, il y a qu'un pas, quoi. J'ai une dernière question. Ah, une question feel good. Qu'est-ce que vous allez faire de vos vacances? L'extrême droite est sur le point d'arriver au pouvoir. Et oui. Faux. Ah, ok. Alors excusez-moi. Bon, alors l'extrême droite potentiellement peut arriver au pouvoir. L'extrême droite est au pouvoir. Okay. Bruno Retailleau organise des rafles de sans-papiers. Tranquille, les doigts dans le nez. Dans le plus grand des calmes. Alors, on va dire que ça peut quand même fortement se radicaliser en termes de politique dans les années à venir. On a quand même des possibilités de ça qu'on a beaucoup documenté à Blast. Qu'est-ce que vous faites si demain on se retrouve avec un pouvoir autoritaire, sachant que les premiers visés, ce sont souvent les journalistes, les humoristes, les artistes, toute forme de voix critique. Est-ce que vous vous posez cette question? Je suis désolé, mais je suis pas du tout d'accord avec cette question. On est déjà, Macron, il a crevé des yeux à des gens qui manifestaient. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Regarde par exemple aux États-Unis, on a quand même un. T'as pas lu le livre Résister de Salomé? J'ai l'impression. Si, bien sûr que ça peut aller plus loin, mais du coup, on attend quoi pour dire que c'est un pouvoir autoritaire? On attend que ce soit des nazis? Ça y est, j'ai dit nazis. Non, mais
c'est déjà un pouvoir autoritaire. On devrait déjà... Enfin, Oui, mais- la question que tu poses, genre, peut-être que dans quelques années, c'est maintenant que ça se joue. Je tiens juste à dire qu'on a beaucoup documenté toute la dérive autoritaire qu'il y a eu ces dernières années et tout ça à Blast, mais on estime quand même qu'il y a des degrés, effectivement, Oui, mais du coup, on attend quel degré? supplémentaires. On attend quel degré? On Bon, attend bref, que- alors réponds à la question. on attend de se faire tirer dessus à balles réelles dans la rue pour se poser la question? Non. Toi, Bah, comment tu vois ça, en fait? Est-ce que tu te dis, il y a un stade où je vais partir? Est-ce que tu te poses cette question? Non. Pas du tout. OK. Et toi, Swan? Moi, C'est bon, je passe à... Énervé, Salomé Cinquier. non, mais c'est trop intéressant, ça me touche ce que tu dis, c'est très pertinent. Et ça rebondit aussi avec ce livre qui s'appelle Résister, d'une brillante autrice, mais qui est... Je pense dans le one- ouais, non, mais qui dit attention, ça arrive progressivement, quoi. En gros, c'est ce que tu expliques dans le livre, c'est que l'extrême droite, le gouvernement autoritaire, enfin, la fin de la démocratie, en gros, ça arrive progressivement, ça arrive pas tout à coup, ça y est, les nazis sont dans la rue, quoi. Et d'ailleurs, les nazis sont déjà dans la rue, donc attention. Les nazis sont Ouais, complètement dans la rue. Oui, ils hein. sont dans la rue, ouais, c'est ça. Donc il y a un moment, donc c'est très intéressant de répondre à cette question comme ça. Même si t'as pas mon côté premier de la classe qui est de répondre à la question, ça m'énerve. C'est pas grave, c'est pas grave. Heureusement que t'es là, hein, pour remettre un peu d'ordre, Swan. Écoutez, Voilà, c'est autoritaire. c'est moi Il y a de l'autoritaire l'ordre, il y a de l'ordre partout dans ce pays. Réponds à la question. Alors moi, je pense que c'est ce qui m'a amené à faire de l'humour politique ces dernières années. Donc vraiment, la première fois que j'ai fait quelque chose de conséquent, on va dire, politique, c'est quand j'ai fait un spectacle sur les législatives l'année dernière, les législatives anticipées, qui s'appelle Dernier spectacle avant la fin du monde, que vous pouvez aller voir gratuitement sur ma chaîne YouTube. Cette année, donc, j'ai refait ce spectacle qui s'appelle Une bien belle année, qui sera sûrement sur les réseaux sociaux aussi. Je sais pas comment je vais le mettre sur les réseaux encore. Mais donc, ça m'a permis d'adresser des sujets que j'osais pas adresser avant, où je me disais oui, mais j'ai pas trop envie de froisser, je sais pas trop ce que j'en pense, etc. Là, j'ai décidé que j'allais savoir ce que j'en pense, donc j'enquête beaucoup plus, je lis plus, je travaille maintenant avec des journalistes et tout. Ça, c'est d'un point de vue personnel. Ensuite, je pense pas que les humoristes vont être les premières victimes d'un gouvernement autoritaire. Ça, je suis pas d'accord avec toi, par contre. Ok, et ben tu ferme-la et tu me diras après. Et parce que toi, t'as déjà développé ton propos, donc t'avais qu'à y penser. Bien. Non, mais je pense qu'il y a déjà des conséquences. Ouais, Par exemple, hystérique. tu disais l'extrême droite est déjà au pouvoir et tout. Moi, je parlais avec un copain qui est dans une association qui fait de la prévention contre le sida, par exemple. Je dis ça comme ça parce que c'est vrai que, je sais pas, dans les années 90, dans les années 80, 90 et 2000, on avait beaucoup de sensibilisation, attention au sida et tout. C'est quelque chose qu'on a moins dans l'imaginaire collectif aujourd'hui. Et il me dit, en fait, nos subventions, elles ont été coupées avec Macron au pouvoir. Et donc, avant, alors qu'on aidait les travailleurs, les travailleuses du sexe qui étaient victimes du sida, on les sensibilisait, on leur donnait des préservatifs, on s'occupait de leur santé. Et là, il y a une recrudescence du sida, par exemple. Tu vois, donc en fait, je trouve qu'il y a déjà des conséquences graves quand on coupe des subventions. Donc que moi, en tant qu'humoriste qui habite à Paris et qui fait des petits spectacles où les gens payent pour leur ticket et tout va bien, je le sens pas dans ma chair. Alors ils vont me défoncer, vraiment. Ouais, ah ouais. Bon, alors je laisse la suite à Guillaume. Mais voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Donc moi, je fais plus d'humour engagé et attention, je pense pas qu'on soit les premières victimes. Mais vas-y, je t'écoute. Non, on sera les premières victimes. Non, on sera pas les premières, mais en fait, c'est un thermomètre, l'humour. Je pense que l'humour dans une société, c'est un thermomètre de la liberté commune, on va dire. Et ça se ressent dans pas mal de régimes autoritaires. T'as des caricaturistes qui se font péter les doigts. Bolloré, il prend le contrôle de Canal, il vire les guignols. En fait, plus le pouvoir il est autoritaire, plus il craint que son sacré soit remis en question. Il a besoin de sacré, il a besoin qu'on croit que c'est le pouvoir absolu et qu'on adhère complètement. Donc tout ce qui est les humoristes, pour ça, c'est les premières choses à laquelle ils s'attaquent. Ils se disent mais non, en fait, t'es un guignol avec une mitraillette. Et donc on sera les premiers à trinquer, oui. Et bien sûr, ces belles paroles très optimistes. Le jour où on est mort, vous êtes mort. Allez, super. On va pouvoir terminer cet entretien. On vous souhaite de belles vacances pour ceux qui en ont, vraiment. Merci beaucoup, Swan Périssé et Guillaume Meurice, d'avoir été avec nous merci, Salomé sur le Cinquier. plateau de Blast. On peut l'applaudir. Je rappelle... C'était une très belle interview. C'était super. Je rappelle que votre livre Bouffon, l'humour est-il un sport de combat est disponible aux éditions du Faubourg et que tous les bénéfices sont reversés, vos droits d'auteur sont reversés à Clowns sans frontières. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Ce n'est pas simple de sortir une émission en plein été, donc si elle vous a plu, n'hésitez vraiment pas à la partager pour lui donner un peu de visibilité et à mettre
un commentaire. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sous forme de podcast sur toutes les plateformes de streaming. Enfin, je vous le rappelle comme à chaque fois, nous sommes un média indépendant, nous vivons grâce à vous, notre audience, c'est vous qui nous permettez de faire ce type d'émission. Donc si vous nous regardez et vous nous appréciez, vous pouvez faire un don ou vous abonner sur blast-info.fr et moi je vous dis à très bientôt.